Alors, pour l'imagerie médicale, donc, elle regroupe les moyens d'acquisition et de restitution des images du corps humain à partir des différents phénomènes physiques, tels que l'absorption des rayons X, par exemple pour la radiologie standard, la résonance magnétique pour l'IRM, la réflexion d'ondes d'ultrasons donc pour l'échographie ou la radioactivité pour tout ce qui est imagerie nucléaire. Donc, l'imagerie médicale, c'est un outil diagnostique qui a révolutionné la médecine, mais aussi elle est utilisée pour guider la radiologie interventionnelle et aussi dans la recherche biomédicale. Donc, on a, comme j'avais dit, donc on a la radiologie à rayon X ou bien donc la radiologie conventionnelle et le scanner, l'échographie donc couplée au Doppler, l'IRM, l'imagerie nucléaire et la radiologie interventionnelle qu'on va aborder chaque technique à part. Alors, les objectifs de ce cours. Donc, à la fin de ce cours, vous devez donc être capable donc de reconnaître donc les différents principes et les bases physiques donc des différents moyens d'imagerie. C'est de connaître les techniques de réalisation d'une façon donc globale de chaque moyen, et surtout la sémiologie radiologique élémentaire et la sémantique radiologique propre à chaque technique. Et puis, surtout donc les avantages, les contre-indications et les limites. Là, c'est un point très important. C'est de connaître pour chaque moyen d'imagerie ses avantages et ses contre-indications, donc pour connaître un petit peu comment choisir entre ces différentes techniques. Et bien sûr, avoir une idée sur les grands principes de la radioprotection. Donc, je vous signale que généralement, les questions d'examen seront axées donc, sur ces objectifs. Donc, on va commencer donc par, comme vous savez, donc on a différents rayons électromagnétiques qui sont classés donc selon leur fréquence, leur amplitude. Mais d'une façon donc générale, on va scinder notre cours en deux parties. Donc, tout d'abord, on va voir les moyens d'imagerie qui sont fondés sur les rayons ionisants, c'est-à-dire des rayons qui sont capables de faire des modifications donc à l'échelon donc de la cellule, donc ils sont un peu néfastes comme on va voir après. Donc on a tout ce qui est donc rayons X pour le scanner et pour la radiographie standard et les rayons gamma pour l'imagerie nucléaire, d'accord. La deuxième partie donc va porter donc sur les rayons non ionisants, donc en partie donc l'échographie et l'IRM. Avec, en dernier, on va voir un petit aperçu sur la radiologie donc interventionnelle parce que c'est l'avenir donc de la radiologie. Et pour chaque technique, on va essayer de voir donc son historique, les principes et les bases physiques, un petit mot sur la technique, la sémantique radiologique qu'on utilise et bien sûr les avantages, les contre-indications et les limites de chaque moyen d'imagerie. Donc, on va commencer avec la radiologie conventionnelle ou la radiologie standard. En fait, l'historique donc remonte au 8 novembre 1895 et où le physicien donc allemand William Conrad Röntgen, il a découvert dans son laboratoire des rayons qui sont invisibles et qui sont inconnus. Donc, il n'a pas reconnu, c'est pour ça qu'il leur a attribué donc le nom de rayon X. Donc X, c'est-à-dire donc inconnu. Donc c'est lui qui a découvert donc ces rayons. Et là, c'est la première radiographie standard donc faite dans l'histoire et c'est dans la main de sa femme. D'accord. Donc juste à titre d'information, donc le 8 novembre, c'est la journée internationale de la radiologie. Donc après, les doses qu'ils ont utilisées donc pour effectuer des radiographies standards étaient très fortes et par ignorance donc de danger. Donc un seul cliché prenait 20 minutes jusqu'à 1 heure. Et donc ils ont remarqué qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, surtout des radiodermites et le développement de leucémie, d'où l'idée donc de développer des moyens de radioprotection comme les grilles antidiffusion, la réduction de pause et de dose des rayons X. Et là, donc, on a un développement énorme de la radiologie. Alors, les rayons X sont des formes, donc, bien sûr, de rayons électromagnétiques, d'accord, qui sont placés ici, donc, à haute fréquence et qui se déplacent dans le vide à la vitesse de la lumière. C'est des rayons qui sont, donc, ionisants, d'accord. Donc, c'est des rayons qui sont susceptibles de créer des problèmes donc, et des modifications donc, au niveau de la cellule, donc, de l'organisme. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme des rayons donc, invasifs
et ça peut donner des mutations, comme on va voir, des mutations génétiques, ça peut être tératogène pour le fœtus et ça peut donner des cancers donc à long terme si on reçoit beaucoup de rayons. Alors, pour comment on obtient donc cette radiographie standard, donc on a besoin donc d'une source des rayons donc X, d'accord, et bien sûr qui vont traverser donc le corps du patient et un détecteur donc des rayons X pour avoir de l'image radiographique. Alors pour la source, elle est constituée d'une gaine, d'accord, donc la gaine tube, l'ensemble gaine-tube. Donc la gaine, c'est elle qui va assurer donc la protection mécanique, thermique et électrique donc du tube. Ce tube, il est constitué donc d'une cathode et d'une anode. Alors le principe, c'est quoi? C'est que à l'aide d'un courant donc électrique, on va réchauffer donc des filaments, d'accord? Des filaments qui vont donner donc un déplacement donc d'électrons. Donc ils vont produire des électrons et ces électrons sous une différence de tension entre cette cathode et cette anode, ils vont être accélérés. Ils vont percuter donc cette cathode qui est en tungstène et cette percussion donc va produire à la fois de la chaleur et à la fois des rayons donc X ou bien des photons. Donc elle va produire 90% de chaleur et 10% de rayons X. D'accord? Alors ces rayons, ils vont traverser bien sûr donc le corps humain et vont arriver au niveau du film radiologique. Alors, il faut savoir une notion importante au niveau donc de la production des rayons X, c'est que ces rayons X, généralement, ils ont une trajectoire qui est conique, mais on peut avoir comme des rayons parasites, donc de part et d'autre, ce qu'on appelle le diffusé, qui pourra bien sûr nuire à l'entourage donc du patient. Donc là, c'est pour éliminer ce diffusé, on a beaucoup de moyens donc de protection comme des grilles et justement ce collimateur qui a l'intérêt donc de cibler donc la zone qu'on veut radiographier et là diaphragmer donc seulement cette région pour concentrer les rayons X à ce niveau-là. Donc là c'est juste vous allez entendre pour la réalisation des rayons X de deux paramètres, ce qu'on appelle les milliampères. En fait c'est l'intensité du courant électrique qu'on va utiliser et les kV. Ces deux paramètres on peut modifier donc au cours de l'acquisition d'une radiographie standard pour ne pas trop irradier donc le patient. Donc si on a par exemple un sujet qui est maigre, on peut utiliser des rayons X à basse tension. Donc on peut diminuer les kV. Les kV c'est la différence en fait de potentiel entre l'anode et la cathode. Donc plus on a des kV qui sont élevés, plus on a des rayons qui sont plus puissants. Donc c'est surtout pour les sujets obèses, d'accord, où on doit augmenter donc les kV et les milliampères pour avoir des rayons plus énergétiques et pour qu'ils puissent traverser donc le corps humain. Alors, ces rayons X, comme on a déjà dit, donc c'est des faisceaux divergents qui vont traverser le corps humain et au cours de la traversée, ils seront absorbés et atténués par les différents organes. Donc chaque organe va atténuer donc d'une façon différente ces rayons qui vont arriver au niveau donc du détecteur ou bien au niveau du film radiologique. Alors ces détecteurs ou bien ces récepteurs, on distingue trois types de détecteurs. Alors soit qu'on a des détecteurs statiques, donc généralement c'était anciennement, comme vous avez vu ici sur cette image, donc anciennement on avait des cassettes, d'accord, qu'on développe après pour avoir de l'image. Maintenant, actuellement, on a des détecteurs, ce qu'on appelle numériques, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'image directement donc sur l'écran. C'est actuellement toutes les radiographies standards presque sont numérisées. On n'a plus les cassettes avec le développement donc de films. C'est plus économique, c'est plus rapide et ça minimise donc l'irradiation. D'accord? Alors troisième type de détecteur, ce qu'on appelle des détecteurs dynamiques. Alors là c'est des écrans, donc il y a la réception donc de ce courant, de ces rayons donc directement au niveau des écrans fluorescents. Et ce qu'on appelle la scopie, donc on peut voir, on peut travailler, donc c'est surtout dans les salles d'artériographie ou de radiologie interventionnelle, on met du scopie, c'est-à-dire qu'on émet de façon continue donc les rayons X et on voit l'image en temps réel. Donc c'est ce qu'on appelle les détecteurs dynamiques. Alors, une fois arrivé donc au niveau du détecteur, donc le film ou bien l'écran, il est composé de quoi? Donc il est composé de cristaux de bromure d'argent, d'accord?
Et selon le faisceau qui va arriver, on va avoir une interaction donc avec ces cristaux. Donc, si on a beaucoup de rayons qui vont passer, par exemple dans l'air, l'exemple donc des poumons, d'accord? Donc, les poumons vont laisser passer presque tous les rayons X. Donc, on a beaucoup de rayons qui vont interagir avec l'argent, les bromures d'argent, et donc on aura un noircissement des films. C'est ce que vous voyez ici au niveau, par exemple, des poumons. Par contre, si on a un tissu un peu dense comme l'os, donc ça va pas laisser passer, ça va atténuer, ça va réfléchir, donc ça ne laisse pas passer les rayons X. Donc on aura moins de rayons qui vont passer, moins de réactions, et donc on n'aura pas de noircissement, on aura du blanc. Donc on va voir dans la sémantique donc des opacités sur la radiographie standard. Donc c'est ça le principe global donc de l'imagerie conventionnelle. Donc vous avez une source de rayons, donc qui est le tube, donc de l'anode cathode avec les électrons. Vous avez la production donc des rayons X qui vont traverser donc le corps humain, et de là donc selon chaque tissu donc on aura une absorption différente. Une fois sur le film ou sur l'écran, ça va agir donc selon cette absorption. Alors, l'imagerie donc conventionnelle, donc vous voyez donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Donc par exemple, ça c'est le patient, donc vous avez donc le rachis, l'aorte, le poumon. Alors qu'est-ce que vous allez avoir? Donc vous avez la source d'oxygène, des rayons X, et on aura donc sur le film vraiment une interposition des différents organes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle donc l'imagerie rayon conventionnelle, c'est une imagerie de projection, et là c'est une limite qu'on va voir après de l'imagerie conventionnelle, parce qu'on a toujours donc des organes qui sont superposés les uns sur les autres. Alors, les applications à la radiologie conventionnelle, donc la radiologie conventionnelle est utilisée par exemple dans les radiographies thoraciques, donc la radiothorax, dans les radiographies des extrémités donc, osseuses et articulaires. Alors la radiographie des seins, donc ce qu'on appelle la mammographie. Et puis il faut savoir que même en radiographie standard, on peut utiliser des produits de contraste, d'accord, qu'on va détailler après dans le chapitre du scanner. Alors ces produits de contraste, soit qu'on va les injecter, par exemple, on va au niveau des vaisseaux, donc le cadre de l'artériographie par exemple, là c'est un exemple d'une artériographie donc cérébrale. Ou bien qu'on peut injecter donc au niveau par voie orale ou par voie rectale. Donc là c'est un exemple d'un transit du grêle, et ça c'est un lavement baryté, donc c'est de la baryte. Sachez que on ne réalise plus donc ces lavements, ce transit et l'UV. Actuellement c'est remplacé par le scanner. Donc c'est au cours du scanner qu'on peut donner aux patients du produit de contraste. Et là, on réalise directement, c'est plus fin, c'est plus informatif. Donc, on réalise plus les lavements barytés, les transits du grêle et les UV. Quelques indications donc persistent pour l'hystérosalpingographie. Donc là, c'est une injection du produit de contraste au niveau de l'utérus, d'accord? Ce que vous voyez ici, donc c'est l'utérus avec les trompes. On a encore quelques indications, surtout dans l'infertilité donc féminine. On peut faire encore de l'hystérosalpingographie. Mais pour les autres opacifications, c'est surtout actuellement sur scanner. On ne fait plus sur la radiologie standard. Alors, pour ce qui est sémantique et terminologie en radiologie standard, on parle ce qu'on appelle de densité. D'accord? On parle de densité ou bien de tonalité. Donc, comme j'ai expliqué, donc selon l'intensité ou bien l'importance de l'atténuation donc et du passage de ces rayons X, donc on aura soit des organes qui ne vont pas absorber les rayons X, donc ils vont rester opaques, c'est-à-dire blancs, d'accord? Donc opacité, c'est des structures blanches sur la radiographie standard, et cette opacité, ça va être selon la structure. Donc par exemple l'os, donc tout ce qui est tonalité calcique, d'accord? Ça va être très opaque. Pour les parties molles par exemple, ou bien donc le cœur que vous voyez ici, ça va être une tonalité, ce qu'on appelle hydrique, c'est un peu opaque. Et la tonalité graisseuse, ça va être peu opaque. Donc, c'est une opacité, mais de très faible tonalité. Et puis, si on a vraiment, c'est du noir, c'est ce qu'on appelle la clarté. Donc, en radiologie standard, on parle d'opacité ou de clarté, opacité de tonalité calcique, de tonalité hydrique ou de tonalité graisseuse. D'accord ? Alors, donc opacité, c'est toute zone de forte densité. Donc là, vous avez l'exemple de tout ce qui est osseux. Donc c'est des tonalités calciques qui sont très blancs.
Là, vous avez des parties molles, donc c'est des tonalités hydriques, c'est opaque, mais c'est moins par rapport donc à l'os. Et puis là, vous avez de la graisse, par exemple. Donc là, c'est de la graisse du tendon en pré-tendon d'Achille, d'accord? Ou bien là, c'est de la graisse sous-cutanée. Donc vous avez une opacité de très faible tonalité. Donc c'est de tonalité graisseuse. Et puis vous avez donc la clarté, qui est une zone noire, d'accord? Donc ça, l'exemple, bien sûr, donc des poumons, donc qui laissent donc traverser, se laissent traverser donc tous les rayons X. Donc, pour récapituler, donc les avantages de la radiologie standard ou la radiologie conventionnelle, donc c'est un moyen d'imagerie qui est disponible, d'accord? Il est peu coûteux par rapport aux autres moyens et c'est des examens qu'on peut réaliser au lit du malade. Donc, il trouve tout son intérêt, par exemple, dans le contexte de l'urgence ou bien pour les patients donc alités, d'accord? Mais il a comme limite, c'est une technique qui est irradiante, puisqu'elle utilise les rayons X, donc c'est des rayons qui sont ionisants, ce qui fait qu'il faut les éviter au maximum, donc chez la femme enceinte, ou encore la femme qui allait, d'accord? Donc la femme enceinte, parce que ça peut donner des effets néfastes sur le fœtus avec des effets tératogènes. Donc en général, elle est contre-indiquée chez la femme enceinte, sauf si on est dans un contexte vraiment d'urgence vitale, par exemple un AVP ou détresse respiratoire par exemple. On peut faire donc quand même de la radiologie conventionnelle, mais retenez que c'est généralement contre-indiqué chez la femme enceinte, sauf urgence extrême. Deuxième limite de la radiologie conventionnelle, c'est que c'est des images de projection. Donc on a parfois des organes qui sont superposés, donc on peut avoir du mal donc, à localiser de telle ou telle lésion. D'où l'intérêt de l'imagerie en coupe ou bien du scanner, comme on va voir après. Alors, toujours dans les moyens d'imagerie qui vont utiliser donc les rayons X, donc on a, après la radiologie conventionnelle, on a la tomodensitométrie ou bien le scanner. Alors, tomodensitométrie, comme son nom l'indique, c'est la mesure de la densité radiologique, comme on a vu tout à l'heure, des volumes élémentaires d'une coupe. Donc, c'est qu'on va étudier l'atténuation d'un faisceau de rayons X au cours de la traversée donc, du corps ou bien du volume à examiner. Alors, pourquoi on dit que c'est une imagerie en coupe? Donc là, c'est l'exemple de la radiologie conventionnelle ou bien la radiologie standard. Donc, imaginez qu'on a un cercle, une pyramide et un grand cercle. Donc, sur la radiologie conventionnelle, on a l'image qu'on aura donc, sur le film, ça sera la superposition donc, des trois objets. Donc, on n'aura pas une idée donc, sur la localisation et la forme exacte des objets. D'où, par contre, si on a une autre vue d'un autre angle, donc là, par exemple, d'une façon donc, latérale, on arrive à distinguer différentes parties. D'accord? Donc là, c'est l'idée de la tomographie. D'accord? Donc la radiologie conventionnelle. Là, c'est la tomographie, c'est-à-dire de réaliser des images de radiologie standard, mais avec des angles différents. Et encore, donc si on multiplie donc ces angles de vue, donc on aura des coupes de différents angles tout autour du corps humain. C'est le principe en fait du scanner. D'accord? Donc le patient, il est placé sur une table donc radiologique. Une fois que la table, elle va progresser, en même temps, on va réaliser donc des coupes. D'accord? Qu'on va couper donc chaque partie et chaque coupe traversée à partir d'angles différents. Donc on aura le tube qui va tourner tout autour du patient pour avoir des signaux des différentes localisations et à la fin on aura une image en coupe. Donc le scanner doit sa découverte donc à l'ingénieur anglais Hounsfield, et d'ailleurs donc on a des densités comme on va voir à l'échelle et sont nommées donc par son nom. Donc c'était vers les années 2000, je crois 1972, c'était la première image donc du cerveau qu'ils ont obtenue donc sur 9 heures donc, pour réaliser un scanner donc cérébral. Et sachez que actuellement en 2021, on peut faire une acquisition cérébrale en moins de 15 secondes. Donc là c'est le principe, donc là c'est le corps, d'accord. Et bien sûr donc on va réaliser donc des coupes tout au long de chaque partie. On va avoir donc des coupes axiales fines qu'on peut reconstruire dans différents plans, notamment donc les plans sagittal, coronal ou bien parfois donc obliques. Donc on peut voir
les différents organes sur différents plans et différents angles. Donc après, donc au début, donc c'était des scanners donc multidétecteurs. Donc là, c'est le même principe que la radiologie conventionnelle, d'accord? Donc on a une source de rayons X, donc qui est le tube, et on a les récepteurs. Sauf que dans le scanner, on a plusieurs donc récepteurs. Donc plus on a de récepteurs, plus les coupes elles sont fines et plus la résolution elle est meilleure. C'est ce qu'on appelle les scanners multi-barrettes, d'accord? Donc vous allez entendre ce terme. Donc actuellement, donc pour les scanners disponibles donc chez nous, on a des scanners de 16 barrettes, des scanners de 64 barrettes. Donc plus on a des barrettes, plus on a des coupes qui sont fines et des coupes qui sont meilleures. Et là, on peut faire de reconstruction dans les 3 dimensions. Alors actuellement, on a des coupes qui sont plus fines. Vous voyez ici avec des reconstructions 3D, par exemple ici de l'aorte, des scanners cardiaques donc qui sont plus fins, des angios donc avec des opacifications donc vasculaires. Et il faut savoir que sur le scanner, on peut faire même de l'endoscopie virtuelle. Donc on peut naviguer à l'intérieur, par exemple, là, c'est la paroi et c'est la lumière colique. Donc, on peut naviguer sur le scanner donc, pour réaliser une coloscopie virtuelle et voir ce qu'il y a dans la lumière. C'est comme on réalise une coloscopie chez le patient, mais c'est en virtuel. C'est juste pour vous dire donc, de l'évolution énorme qu'a connue donc, le scanner actuellement. Alors, le scanner, l'intérêt donc, du scanner, c'est qu'il permet de nous faire donc, de l'imagerie donc, en coupe. Donc, on arrive à voir chaque organe donc à sa place. Donc, on reconnaît donc l'anatomie. Donc, ce sera une meilleure analyse donc anatomique donc du corps humain. Et le deuxième point intéressant donc du scanner, c'est qu'il va nous permettre de mesurer. C'est-à-dire qu'il donne une mesure quantitative, objective. Donc, on peut mesurer la densité, par exemple, des lésions, la densité des structures. Et cette unité de mesure, c'est l'unité de Hounsfield. Donc, ça prend le nom de celui qui l'a découvert. Donc, on a une échelle qu'on utilise dans notre pratique courante et que vous devez donc savoir. Donc, par exemple, pour l'eau, d'accord, donc au niveau du LCR, tout ce qui est liquidien, il a une densité aux alentours donc de 0, donc généralement entre 0 et 10 unités Hounsfield. Pour tout ce qui est osseux, donc, on a des densités qui sont élevées, généralement aux alentours de 1000 unités Hounsfield. La graisse, généralement, elle a une densité entre moins 50, moins 100 unités Hounsfield. L'air, il est à moins 1000 Hounsfield. Donc là, c'est un point très important. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du scanner, on peut mesurer d'une façon objective la densité donc, des différentes lésions. Alors, le scanner, on peut le réaliser, donc, soit on dit en contraste spontané, c'est-à-dire qu'on n'injecte rien pour le patient, on met le patient sur la table et on prend nos acquisitions de façon normale. Donc là, c'est en contraste spontané ou sans injection. Comme on peut faire le scanner avec injection de quelques produits qu'on appelle les produits de contraste iodé. Alors, ces produits de contraste iodé, pourquoi on va les utiliser ? Parce qu'ils vont majorer donc l'atténuation des rayons X, d'accord? C'est des structures qui sont denses, qui vont atténuer donc beaucoup les rayons X. Donc on va ils vont apparaître sous forme donc voilà. Donc là c'est des vaisseaux qui sont injectés, donc on va les voir encore plus blancs. Donc ça va donner un bon contraste donc aux images et ça va nous permettre, bien sûr, d'étudier tout ce qui est vasculaire, d'accord, puisqu'on injecte par voie intraveineuse. En général, on injecte par voie intraveineuse. On peut donner aussi aux patients donc, de boire du produit de contraste et ça va opacifier tout ce qui est tube digestif, par exemple. Et donc, ça améliore donc, le contraste, même donc, pour les organes. Donc là, c'est un exemple d'un scanner sans injection, d'accord, ou en contraste spontané abdominal. Là, on a injecté le produit de contraste et on a pris des coupes en temps artériel, c'est-à-dire généralement aux alentours de 40-45 secondes. C'est un temps artériel tardif, parce qu'il y a le temps artériel précoce. Vous allez voir après dans les chapitres suivants, dans les modules suivants. Donc le temps artériel, c'est-à-dire qu'on a une bonne opacification de l'aorte, parce qu'on injecte au niveau généralement des veines du membre supérieur.
Donc, le temps où il va arriver donc, à l'artère pulmonaire et de là vers le cœur et du cœur vers l'aorte. Donc, à chaque passage, on peut suivre le passage du produit de contraste et prendre les coupes selon notre intérêt. Par exemple, si on veut avoir une cartographie artérielle, on va réaliser un scanner, des coupes scanners, au temps précoce, généralement au temps de 40-45 secondes, d'accord, après l'injection du produit de contraste. Si on veut voir le temps portal, c'est-à-dire le temps porte, le rehaussement des organes abdominaux par exemple, on va prendre des acquisitions au temps portal. Si on est intéressé par le temps tardif, c'est-à-dire qu'on veut analyser par exemple les voies urinaires, on va prendre un temps tardif, c'est-à-dire qu'on va attendre l'élimination de ce produit de contraste à presque 8 minutes ou bien à 10 minutes. Donc, d'accord, parce que l'élimination des produits de contraste, elle est dans 98% se fait par voie urinaire. Donc, si on veut voir la voie excrétrice, on va attendre encore un petit peu, d'accord? Donc là, on injecte, donc là c'est un exemple d'un angioscanner cérébral, d'accord? Donc on a pris des coupes scanners à un temps très précoce pour mieux voir toutes les artères donc, du système nerveux central. On peut faire donc des reconstructions à ce niveau-là, ou bien par exemple ici, donc on a une analyse des artères, donc des membres inférieurs. Alors là, c'est l'exemple d'une injection. L'injection, ça permet de voir donc les vaisseaux, ça permet aussi de caractériser des lésions. Donc, à partir du comportement donc vasculaire, on peut savoir, par exemple, s'il y a une tumeur quelque part, donc on va injecter le produit de contraste pour voir un petit peu le profil vasculaire de la tumeur. Est-ce que c'est une tumeur qui est hypervasculaire, donc elle va se rehausser de façon donc intense? Est-ce qu'elle est hypovasculaire? Est-ce qu'elle est... Donc on va avoir un petit peu une idée donc sur le degré de vascularisation de cette lésion. Donc là c'est un exemple. Donc ça c'est un scanner sans injection. Donc on n'a pas un bon contraste. On devine ici une lésion avec une hypodensité autour, mais vous voyez qu'après injection, on arrive très bien à délimiter donc la lésion qui est l'abcès. Donc on a une prise de contraste donc périphérique au niveau de la couronne. Donc on a un meilleur contraste et une meilleure idée donc sur la vascularisation. Donc là c'est un autre exemple. Donc vous voyez ici un scanner cérébral sans injection. Et on devine une masse un petit peu dense à ce niveau, mais on n'arrive pas bien à délimiter. Et vous voyez la différence. Quand on a injecté du produit de contraste, vous voyez que la tumeur est là beaucoup pris et on dit qu'elle est très rehaussée, d'accord, après injection. Et donc, on peut dire que c'est une tumeur qui est hypervasculaire et c'est un aspect typique, donc le méningiome, donc selon les signes sémiologiques que vous allez découvrir sur les cours prochains, Inch'Allah. Alors là, c'est les produits de contraste iodés donc disponibles, mais en pratique, nous, à l'hôpital, donc on utilise donc l'Ultravist 300. 300, c'est la concentration en iode. Donc là, c'est 300 nanogrammes par millilitre d'iode. C'est des produits qui sont très concentrés. Là, par exemple, c'est un produit qui est un peu concentré, donc juste 140. Donc, par exemple, nous, quand on veut faire par exemple, des scanners pour étudier les artères coronaires ou bien l'aorte, pour avoir des angioscanners de bonne qualité, il faut toujours choisir des produits de contraste qui sont bien concentrés en iode pour avoir de meilleures images. Alors là, pour l'élimination, donc par voie rénale, donc ça c'est un exemple d'un uroscan, on appelle uroscanner, c'est-à-dire un scanner avec des acquisitions un temps tardif urologique. Donc sur le scanner, on voit très bien le passage du produit de contraste. Donc à l'état normal, on a l'élimination vers 8-10 minutes. D'accord? Donc quand il y a un problème, on peut avoir un retard d'excrétion du produit de contraste. Et là, donc, ça va permettre une étude morphologique de système urinaire. Alors, mais il faut savoir que ces produits de contraste iodés ne sont pas tout à fait l'utilisation ne doit pas être très exagérée parce qu'il faut faire attention. C'est des produits qui peuvent être nocifs et qui peuvent donner des réactions qui peuvent être parfois mortelles. Donc, ils peuvent donner un choc vagal ou bien des chocs anaphylactiques, d'accord? Des chocs anaphylactiques avec parfois ça peut être mortel. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc, il faut toujours
les utiliser avec modération de bénéfices et risques. Alors, comme réaction donc, aux agents de produits de contraste, on peut avoir des réactions immédiates, c'est-à-dire en moins d'1 heure. Donc, le patient peut faire un malaise vagal, parfois des épilepsies, c'est très rare. Mais ce qui est grave, c'est les œdèmes laryngés ou l'œdème de Quincke. Le patient peut faire des réactions cutanées ou des urticaires. Et puis, les réactions donc tardives, c'est surtout le risque rénal, c'est le risque d'insuffisance rénale. Donc, si le patient il a déjà une fonction rénale qui est un peu altérée, il faut toujours éviter de donner le produit de contraste iodé pour ne pas aggraver donc, sa fonction rénale. Alors là, j'insiste pour les contre-indications à l'injection du produit de contraste, c'est que vous devez connaître. Donc, il faut jamais éviter, injecter un patient qui a déjà fait une réaction anaphylactoïde donc, au produit de contraste. Donc, si le patient il vous dit qu'il a une allergie au produit de contraste, il ne faut jamais le réinjecter parce que ça peut être très grave. Aussi, il faut éviter l'injection du produit de contraste si vous avez une hyperthyroïdie grave. D'accord? Parce que, comme vous savez, c'est des produits de contraste qui sont riches en iode. Et là, si vous donnez encore ces produits iodés, donc ça, vous pouvez décompenser donc sa pathologie donc thyroïdienne puisque l'iode il est fixé au niveau de la thyroïde, d'accord? Donc il faut toujours les éviter dans l'hyperthyroïdie grave et dans une allergie connue aux produits de contraste iodés. Il faut aussi éviter l'injection du produit de contraste si vous avez une insuffisance rénale. Donc si le patient il a une insuffisance rénale, il vaut mieux faire un autre moyen d'imagerie et éviter cette injection. Alors, quelques précautions à prendre chez le patient diabétique qui prend les antidiabétiques oraux, comme surtout la metformine, d'accord? La metformine, elle est connue par le glucophage. Donc, l'injection, ça peut être en interaction donc, avec la metformine, donc qui peut ne pas être éliminée dans les premières 48 heures et ça risque de donner des hypoglycémies chez le patient. Donc, si on envisage une injection du produit de contraste chez le patient diabétique, il vaut mieux arrêter donc, ce glucophage dans 48 heures après l'injection pour ne pas avoir des hypoglycémies. Aussi, bien sûr, il faut éviter cette injection donc, chez la femme enceinte ou bien chez la femme qui allait, parce que ça peut passer dans le lait maternel. Donc là, les contre-indications à l'injection de produits de contraste, il faut bien les connaître. Alors, sur le plan technique. Donc, sur le plan technique, donc là, toujours, on a une salle de préparation avant de faire entrer le patient donc, au scanner. Et dans cette salle, donc, on doit toujours interroger le patient. Donc, justement, est-ce qu'il est diabétique sous glucophage ou metformine? Est-ce qu'il est suivi pour une hyperthyroïdie qui n'est pas contrôlée donc, par le traitement médical? Donc, il faut éviter l'injection à ce moment-là. Est-ce que si on a une patiente toujours demander donc est-ce qu'elle est enceinte, la date des dernières règles, d'accord, pour ne pas faire donc de scanner. Donc, si elle est enceinte, l'allaitement, vérifier la fonction rénale. Donc, toujours si on a un scanner avec injection de produit de contraste iodé, on n'injecte jamais chez ces patients sans voir l'urée et la créatinine. D'accord? Donc, toujours, on exige l'urée et la créatinine pour avoir une idée sur la fonction rénale. Alors, on peut demander aux patients d'être à jeun, donc si on veut faire un scanner sous sédation ou anesthésie, surtout pour les enfants, donc moins de 5 ans, parce qu'ils sont agités, ils ne vont pas rester calmes, donc on peut faire une sédation, donc là, ils doivent être à jeun. Il faut prendre une voie veineuse si on envisage l'injection du produit de contraste. Et parfois, donc selon les indications, donc si on veut faire des scanners, par exemple des entéroscanners pour étudier donc le tube, le grêle, donc on peut donner aux patients de boire de l'eau, ou bien donc si on veut bien distendre l'estomac, on peut lui demander de boire donc sur la table. Donc là, c'est des préparations qui restent propres à chaque technique et que vous allez découvrir après. Donc l'installation du patient, donc généralement il est installé en décubitus dorsal. Parfois, donc selon les indications, ou bien par exemple pour les biopsies, on peut faire changer donc les positions du patient. Alors pour la sémantique radiologique au scanner, donc si sur la radiographie standard on parle d'opacité ou de clarté, alors sur le scanner on parle de densité. Alors on va décrire les structures, soit elles sont hyper denses,
c'est-à-dire blanc. D'accord? Par exemple, l'os, il est hyper dense. Tout ce qui est liquidien, par exemple, ici, donc c'est les ventricules avec le LCR, c'est des structures qui sont hypodenses, donc c'est noir. Et puis, ça reste des densités intermédiaires. Toujours, par exemple, on prend un organe de référence. Donc, par exemple, ici, donc sur ce scanner, on va dire qu'il y a une collection donc extracérébrale qui est hyper dense par rapport au parenchyme cérébral. D'accord? Alors que là, on a une collection sudurale qui est isodense, c'est-à-dire qu'il y a la même densité que le parenchyme adjacent. Donc, toujours, c'est par rapport à un organe de référence. Alors que là, vous avez une collection donc sudurale qui est hypodense, donc c'est-à-dire elle est moins dense que l'organe de référence. Donc on parle de densité. Donc le scanner, il va, comme pour le diagnostic, il va aussi permettre de guider la radiologie interventionnelle, comme on va voir après. Donc là, c'est un exemple d'une biopsie pulmonaire qu'on réalise sous guidage scanographique. Alors, donc pour récapituler, donc le scanner, donc c'est une imagerie en coupe, d'accord? Donc la radiographie standard, imagerie de projection, donc on a une projection des différents organes, alors que le scanner, c'est une imagerie en coupe, donc on coupe le corps humain. Il a l'avantage donc d'être disponible, il est quand même disponible, le scanner actuellement, il est disponible dans différents centres radiologiques, différents hôpitaux. Il a une très bonne résolution donc spatiale. Donc, ça nous permet de faire des coupes très fines avec des reconstructions dans les différents plans, d'avoir des meilleures cartographies et une meilleure étude anatomique. Et aussi, il a l'avantage d'être un examen qui est très rapide. Donc, on peut faire une acquisition du thorax jusqu'au pelvis, donc par exemple, en moins de 2 minutes. On a toute l'acquisition thoraco-abdominopelvienne. Donc, c'est un examen qui est très rapide. L'inconvénient et les limites du scanner, c'est que ça reste une technique irradiante, puisqu'il est à base de rayons X, d'accord? Donc, ce qui fait qu'il faut éviter, et c'est contre-indiqué donc chez la femme enceinte, là encore, sauf urgence vitale, il faut prendre des mesures de radioprotection, on va voir après. Et bien sûr, les limites aussi, c'est les contre-indications à l'injection de produits de contraste, c'est-à-dire si on a un patient qui a une insuffisance rénale ou bien un patient qui a une allergie aux produits de contraste iodé, on ne peut pas l'injecter au scanner et on n'aura pas donc d'une bonne analyse, et d'où l'intérêt donc des autres moyens, notamment de l'échographie ou bien de l'IRM, comme on va voir après. Donc ça, c'est les limites du scanner. Est-ce que c'est clair pour le scanner ou bien vous avez des questions particulières? Madame? Oui. J'ai pas bien compris la notion de sémantique radiologique. Sémantique radiologique, c'est-à-dire les termes qu'on utilise pour chaque moyen. Quand on interprète un cliché de radiographie standard, par exemple, si on a une lésion, on va dire on a une opacité de tonalité, par exemple, calcique, qui se projette, par exemple. Donc, si on voit une lithiase, par exemple, sur un ASP, on va dire c'est une opacité de tonalité calcique. Alors que si on a la même lithiase donc sur le scanner, on ne parle pas d'opacité, mais on va dire on a une lithiase ou bien une anomalie hyperdense, d'accord? On parle d'hyperdensité, c'est-à-dire la terminologie qu'on utilise pour chaque moyen. Voilà, donc on a vu, donc on est toujours dans l'imagerie qui utilise les rayons ionisants. Donc on a terminé avec les rayons X, donc utilisés pour la radiologie conventionnelle et pour le scanner. Donc on va enchaîner avec l'imagerie nucléaire ou la médecine nucléaire qui a été développée dans les années 1950 avec des médecins et des physiciens qui ont remarqué donc des substances radioactives. Donc là, le principe de l'imagerie, c'est quoi? C'est qu'on va injecter aux patients des substances qu'on appelle des traceurs radioactifs ou bien des radiotraceurs, d'accord? Qui vont s'accumuler dans certains tissus spécifiques parce que pour chaque pathologie, on va utiliser un radiotraceur particulier. On va voir des exemples après. Et ces substances radioactives, une fois dans le corps humain, ils vont émettre des rayons, d'accord? Et ces rayons, ils vont être récupérés par des caméras donc spéciales et on va voir leur fixation au niveau des différents organes. Donc là, sur la radiologie qu'on a vue, donc que ce soit pour la radio standard ou le scanner,
on va donner des rayons X aux patients qui vont traverser ce corps et qui vont arriver au détecteur. Donc, c'est une imagerie qu'on dit de transmission. Alors que dans l'imagerie nucléaire, c'est le patient qui va être la source des rayons. D'accord? On n'a pas de source. On va lui injecter des traceurs radioactifs et c'est lui qui va émettre des rayons qu'on va récupérer par des caméras spéciales pour avoir une image. Alors, dans l'imagerie nucléaire, on a deux grands types d'imagerie nucléaire. Vous allez entendre ce qu'on appelle la scintigraphie. Il y a la scintigraphie thyroïdienne, la scintigraphie osseuse, la scintigraphie rénale. Pour chaque technique, on va utiliser des radiotraceurs particuliers. Et il y a aussi le PET scanner, c'est-à-dire, c'est un scanner en fait, c'est un scanner, mais avec des produits radioactifs. C'est-à-dire qu'on va donner aux patients les produits radioactifs et on va réaliser des coupes scanners en coupe et on aura donc par exemple ici, c'est un scanner donc abdominal, mais on a injecté le patient par ces éléments et vous remarquez par exemple des zones d'hyperfixation de ces radiotraceurs. Alors l'imagerie nucléaire, elle est surtout utilisée pour tout ce qui est pathologie cancéreuse surtout, d'accord, pour détecter les différents cancers. Donc on a quelques produits radioactifs qui sont spécifiques de certains tissus. Donc par exemple, le plus utilisé pour le PET scan, c'est le glucose, donc le glucose marqué, d'accord. Et ce glucose marqué, il va s'accumuler à chaque fois qu'il y a des cellules qui vont se développer et des cellules qui vont être très denses. Et c'est généralement dans les tumeurs. Les tumeurs, ils sont caractérisés par une hypercellularité et par des cellules qui se développent très rapidement. Donc à chaque fois qu'il y a des tumeurs quelque part, on aura la fixation donc, de ce produit. Donc là, c'est un exemple d'un PET scanner, puisque vous avez la fixation donc ici. Donc là, c'est un cancer du poumon qui a fixé d'une façon intense le produit radioactif qu'on avait injecté. Alors, cette imagerie peut être utilisée aussi dans certaines pathologies cardiovasculaires ou bien certaines affections neurologiques, notamment l'Alzheimer et le Parkinson. Alors, cette imagerie nucléaire, ça peut être à visée diagnostique, c'est-à-dire juste pour nous montrer donc, les zones où on a cette hyperfixation de ces produits, comme ça peut être utilisé aussi à visée thérapeutique, par exemple, dans certains cancers thyroïdiens. Donc, comme c'est des cellules thyroïdiennes qui vont croître de façon anormale, on va leur donner de l'iode radioactif. Donc, ces cellules vont capter le iode, parce que les cellules thyroïdiennes, elles captent l'iode. Donc, une fois il est capté dans la cellule, elle va la détruire parce que c'est un élément qui est radioactif. C'est ça le principe. Donc, c'est à visée thérapeutique. Donc, l'imagerie nucléaire peut être utilisée à visée diagnostique, donc pour détecter et caractériser donc, les tumeurs avant le traitement. Ça peut aussi être à visée donc, et un intérêt donc, pronostic, c'est-à-dire qu'on va faire le PET scan au début, par exemple. On va mettre le patient sous chimiothérapie et on va refaire ce PET scan. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a, au début, on avait plusieurs fixations au niveau du squelette osseux. Après chimiothérapie, vous voyez qu'il y a un net nettoyage de ces lésions. Donc là, c'est pour suivre un petit peu donc, les malades et suivre la réponse thérapeutique. Donc vous avez plusieurs marqueurs, plusieurs produits qui sont utilisés, mais c'est surtout le 18-FDG, c'est-à-dire le glucose marqué. Donc il va marquer la majorité des cancers, puisque dans les cancers, les cellules ils vont croître d'une façon donc, anormale et donc vont consommer du glucose. Donc là, utilisé en cancérologie. La choline, par exemple, elle est spécifique parfois pour les cancers de la prostate, par exemple. Donc, chaque cancer, donc, il a un produit un peu particulier. Donc, c'était juste un petit aperçu sur la radiologie nucléaire. Alors, un mot sur la radioprotection, donc pour terminer avec l'imagerie ionisante, donc l'imagerie qui est un peu... ça peut être nocif et donner des effets donc, sur le corps humain, d'où l'intérêt bien sûr de développement de la radio, donc protection. Pourquoi? Parce que ces rayons X ou bien les rayons gamma aussi, c'est des rayonnements qui sont très, qui peuvent être cumulatifs et qui peuvent donner des effets secondaires donc, sur les tissus, comme on a dit, ça peut donner des mutations génétiques, ça peut être tératogène pour le fœtus, c'est pour ça qu'il faut les éviter donc, chez la femme enceinte. Et aussi, ça peut donner parfois des réactions sur des organes qui sont sensibles. Donc, il faut éviter d'irradier aussi les gonades.
c'est-à-dire les testicules et les ovaires, donc chez la jeune femme. Donc ça peut donner des infertilités, d'accord. Ça peut donner des réactions, donc des brûlures cutanées, donc si on donne des doses qui sont très élevées. Pour le cristallin aussi, ça peut donner donc des cataractes. Et à long terme, donc c'est les patients, donc le problème se pose surtout pour le personnel de la radiologie qui peut être exposé donc à des rayons X de façon donc importante, et ça risque de développer des cancers ou bien des leucémies donc à long terme. Alors d'où l'intérêt de prendre bien sûr donc des mesures donc de radioprotection. Alors là juste un mot pour ce risque. Le risque des rayons, donc on peut mesurer généralement donc par le millisievert, d'accord. Millisievert, c'est pour évaluer l'effet biologique donc sur le corps, et le milligray, c'est pour quantifier un petit peu donc les rayonnements. Juste à titre informatif, donc si vous faites une radiographie thoracique par exemple de face et de profil, donc vous allez recevoir donc généralement 0,05 millisievert, d'accord. Par contre, si vous faites un scanner thoracique, donc là vous allez recevoir une dose de 5,8 millisievert. Donc le scanner il est très irradiant par rapport à la radiographie standard. Donc les mesures de protection qu'on met nous donc en service donc de radiologie, donc par exemple le scanner et tout ce qui est radiologie standard, mammographie, donc on les met dans des locaux avec des murs et des vitres plombées qui ne laissent pas passer les rayons X et les diffuser. On avait parlé donc du diffus, c'est-à-dire des rayons parasites des rayons X, donc ça peut les limiter. Aussi, surtout donc si on travaille en scopie, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup de rayons, donc là il faut mettre ce qu'on appelle un cache thyroïde, parce que la thyroïde aussi elle est très sensible aux rayons. Ça peut se développer donc des cancers donc qui sont radio induits, d'accord, donc des cancers à long terme de la thyroïde si on a une exposition très importante. Donc il faut mettre des caches thyroïdes, il faut mettre des gants donc plombés, des blouses plombées. Donc, c'est surtout dans les salles d'artériographie, d'accord, on met des blouses plombées. Aussi, donc, chez la femme enceinte, il faut bien sûr éviter l'irradiation, privilégier l'échographie et l'IRM. Mais si on est devant une urgence vitale, donc par exemple une patiente enceinte qui est victime d'un AVP par exemple, et on a vraiment besoin de faire un scanner thoracique par exemple, pour mieux chercher des lésions vasculaires, on peut faire des tabliers plombés donc sur le ventre de la malade, d'accord. Chez la femme jeune, les explorations donc abdominales, on peut mettre aussi des tabliers donc plombés au niveau du pelvis, donc pour éviter l'irradiation donc des ovaires, aussi chez l'enfant. Et bien sûr, nous, le personnel donc de la radiologie, on met toujours donc un dosimètre, donc un petit truc donc pour mesurer donc la quantité des rayons donc qu'on reçoit et qu'on mesure généralement d'une façon régulière. Alors là, c'est quelques de moyens de radioprotection en imagerie nucléaire. Donc là, c'est les substances radioactives. Donc lors de leur manipulation, il faut essayer d'être le plus distant donc possible et les manipuler donc avec des gants plombés, d'accord, et parfois donc des écrans, donc pour éviter donc le rayonnement. Aussi, donc là, c'est le dosimètre, d'accord, on le porte. Donc c'est un petit appareil qui va mesurer donc la quantité des rayons X qu'on reçoit, et même parfois c'est des bagues dosimètres aussi qu'on peut mettre pour quantifier donc la dose reçue et qu'on va mesurer de façon constante. Donc voilà, on a terminé avec tout ce qui est donc imagerie à rayons ionisants, que ce soit rayon X, radiologie standard et scanner, ou rayon gamma, donc dans l'imagerie nucléaire. Et bien sûr, on a vu la radioprotection. Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter un petit peu cette exposition? On passe donc à la deuxième partie, donc, et on commence donc avec l'échographie et le Doppler. Alors l'échographie, donc c'est une technique d'imagerie qui va permettre de visualiser donc sur un écran des structures du corps humain et qui va utiliser cette fois-ci les ondes ultrasons. D'accord? Donc, elle a été, donc les ultrasons ont été découverts donc, par les frères Pierre et Jacques Curie en 1880, et la première utilisation, c'était donc l'armée, donc lors de la Première Guerre mondiale,
qui vont utiliser donc les ultrasons pour détecter donc les sous-marins, d'accord. Et là apparaît donc l'idée de les utiliser donc en médecine. Alors le principe de l'échographie, c'est quoi? C'est un peu c'est comme il fonctionne donc une chauve-souris, d'accord. La chauve-souris donc elle ne voit pas, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle émet des ultrasons. Et lorsque ces ultrasons vont rencontrer donc un objet, d'accord, cet objet il va refléter, donc il va réfléchir donc ces ondes, et là c'est comme ça qu'elle perçoit donc les objets. Donc là c'est le même principe. Donc le principe de l'échographie, c'est qu'on va utiliser des sondes, ce qu'on appelle des sondes, qui sont à la fois qui vont émettre et qui vont recevoir les ultrasons. Donc elles vont recevoir donc ces ultrasons qui vont traverser donc le corps humain et les différents organes, et chaque tissu va laisser passer donc les ultrasons, soit il va les réfléchir. Donc il va les réfléchir, et là on va les recevoir donc au niveau de la sonde, et on va traiter ce courant donc électrique pour avoir de l'image radiologique. Voilà, donc là c'est un appareil, c'est un échographe ou appareil d'échographie. Donc on a l'écran donc sur lequel on visualise donc les images, on a la sonde, d'accord, et bien sûr donc l'ordinateur donc qui traite les informations transmises. Alors l'échographie, donc toujours on utilise donc du gel pour faciliter la transmission donc des ultrasons au niveau du corps, sur le corps. Alors pour les sondes, donc on a différentes sondes selon donc leur fréquence, d'accord. Donc la fréquence des ultrasons qu'on va émettre. Donc là vous avez l'exemple d'une sonde linéaire superficielle à haute fréquence. Donc plus les ultrasons ont une fréquence importante, plus elles vont permettre une analyse des structures superficielles, d'accord. Et plus la fréquence elle est moindre, plus ils vont pénétrer. C'est un peu, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Donc plus la puissance elle est élevée, donc plus la fréquence elle est moindre. Par exemple, ça c'est une sonde convexe avec une fréquence de 1,15. C'est plus pour voir les organes abdominaux. Alors que là on a des fréquences de 12, et c'est surtout donc plus la fréquence elle est élevée, plus la sonde elle est superficielle, d'accord. Meilleure est l'analyse superficielle. Là, c'est un type d'une sonde endovaginale, donc qu'on met dans le vagin pour avoir une meilleure analyse de toutes les structures donc pelviennes. Donc les ultrasons, ils ne passent pas dans l'air, c'est pour ça qu'on met toujours du gel entre la sonde et la peau. D'accord, c'est des ultrasons, ils ne sont pas irradiants, donc ils n'utilisent pas des rayons X, donc c'est une technique qui n'est pas irradiante, et donc elle est parfaitement adaptée donc pour la femme enceinte et pour les enfants. Alors là sur le plan technique, donc le patient, la position du patient elle dépend bien sûr de l'organe qu'on va explorer. Généralement ça nécessite pas de préparation donc spéciale, mais ça reste un peu adapté pour chaque type d'examen. Par exemple pour l'échographie abdominale, il vaut mieux que le patient donc soit à jeun, donc surtout pour voir la vésicule biliaire et tout ce qui est voie biliaire, d'accord. Donc parce que le jeûn il favorise la réplétion des structures donc biliaires, donc on demande au patient d'être à jeun. Si on veut voir et analyser donc la vessie, donc on va demander au patient d'avoir la vessie pleine, donc de boire beaucoup d'eau pour distendre donc sa vessie. Et bien sûr donc c'est généralement on va réaliser donc des coupes à l'aide de ces sondes selon la région qu'on va analyser. Donc là par exemple vous avez une échographie donc rénale, donc vous avez le rein droit avec le foie. Là c'est une échographie donc transfontanellaire chez le nourrisson, d'accord, à travers la fontanelle. Donc on peut réaliser et prendre des coupes échographique, et là par exemple c'est une échographie donc du genou chez un enfant, d'accord. Alors il faut savoir que la durée moyenne d'un examen donc échographique peut durer entre 10 et 45 minutes. Alors quand on est à l'échographie, donc là on revient donc sur la sémantique ou bien la terminologie. Alors pour les radiographies standards, on avait dit qu'on parle d'opacité ou de clarté. Opacité de tonalité hydrique, calcique ou bien graisseuse, d'accord. Sur le scanner,
on parle de densité. Par exemple, si on veut décrire une masse, on va dire c'est une masse de densité tissulaire ou bien de densité liquidienne si la densité mesure par exemple entre 10 et 20 unités once fil, d'accord? Ou bien de densité calcique ou bien de densité, d'accord? Donc la sémantique sur le standard, c'est l'opacité clarté. Sur le scanner, on parle de densité. Et sur l'échographie, on parle d'échogénicité. Donc si on parle par exemple d'une masse, on va dire c'est une masse. Alors là, par exemple, vous avez la vessie. Alors la vessie, c'est une structure, vous voyez, elle est noire. Donc tout ce qui est liquidien pur, elle va apparaître noire sur l'échographie. Et on dit qu'il est anéchogène, c'est-à-dire qu'il va laisser passer tous les rayons, donc les ultrasons, d'accord? Donc c'est une lésion anéchogène, donc il n'y a pas d'écho, donc c'est une lésion anéchogène. Et là, ce qu'on appelle un renforcement postérieur, parce que tous les rayons, les ultrasons vont passer et vont s'accumuler en arrière. Donc les structures liquidiennes, généralement, c'est ça l'aspect en échographie, c'est des lésions ou bien des structures qui sont anéchogènes avec un renforcement postérieur, d'accord? C'est valable pour la vésicule biliaire, pour tout ce qui est masse kystique pure. Alors, si vous avez, donc pour les tissus, l'échogénicité, elle est généralement différente. Donc par exemple, ici, vous avez le rein, donc vous voyez qu'il est un peu noir par rapport au foie. Donc on dit que le rein, le cortex rénal, il est hypoéchogène. Hypo, c'est-à-dire diminué, hyper, c'est-à-dire plus. Donc le cortex rénal, il est hypoéchogène par rapport au foie, par exemple. D'accord? Donc là, vous avez l'exemple de la vésicule biliaire. Donc là, la vésicule biliaire, elle est anéchogène, elle est liquidienne avec un renforcement postérieur. Ici, c'est plus blanc. Donc elle est anéchogène. Et qu'est-ce qu'on remarque dans la vésicule biliaire? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une structure qui est blanche, donc elle est très hyperéchogène, on dit qu'elle est hyperéchogène. Et en arrière, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus d'ultrasons. Donc c'est une structure qui est calcique, qui a vraiment reflété tous les ultrasons qui arrivent. Et on parle donc de cône d'ambre postérieur. Donc les images calciques ou bien osseuses calcifiées, ils donnent des images qui sont hyperéchogènes avec un cône d'ambre postérieur. Les images liquidiennes qui vont laisser passer donc les ultrasons qui vont s'accumuler en arrière, elles sont anéchogènes avec un renforcement postérieur. D'accord? Vous allez revoir tout ça, par exemple en pathologie digestive, en pathologie. Ça, c'est juste l'introduction pour avoir une idée générale, mais vous allez voir tout ça en détail après. Alors là, c'est un exemple d'une échographie d'un vaisseau, ce qu'on appelle un écho-doppler. Donc le Doppler, c'est le mode pour analyser donc tout ce qui est vasculaire, parce que dans le Doppler, alors là le Doppler, il y a le Doppler couleur, d'accord? Donc là vous voyez couleur rouge et là c'est la couleur bleue, selon que le sang il vient ou bien il fuit la sonde, d'accord? Ce n'est pas, vous voyez, rouge c'est artériel, bleu c'est, non, c'est selon le sens du flux. Mais généralement, nous, on les code comme ça, le rouge pour les artères et le bleu pour les veines, d'accord? Mais on peut inverser, donc c'est un réglage qu'on peut faire. Donc ça, c'est le Doppler couleur, et là, c'est le Doppler pulsé, donc c'est-à-dire qu'on peut voir donc le spectre. Alors le Doppler, il ne va recueillir que le signal des mouvements des globules rouges. Donc le Doppler, c'est pour l'analyse vasculaire, d'accord? Donc, on a ici des images échographiques, et là, c'est des images de Doppler couleur. Et là, c'est des images de Doppler pulsé. On peut entendre même le flux sanguin, comment il est dans l'artère. D'accord? Donc là, les vaisseaux, comme le sang, donc il est un peu, c'est du liquide finalement. Donc ça, c'est un vaisseau avec un contenu qui est complètement donc anéchogène, d'accord, avec un renforcement postérieur là aussi. Et là, sur le Doppler, on peut mesurer donc la paroi artérielle. On peut analyser la lumière de vaisseau, par exemple sur ce vaisseau, que on remarque qu'il y a des plaques au niveau de la paroi donc artérielle, par exemple, d'accord. On peut avoir des sténoses parfois des vaisseaux, d'où l'intérêt donc de ce Doppler. Donc l'avantage de l'échographie
elle est largement disponible. Donc, l'échographie, elle est disponible partout, donc actuellement, même dans les cabinets des médecins généralistes. Donc, ils travaillent donc tous avec, presque tous avec l'échographie. Donc, c'est même actuellement, elle est considérée comme une continuation de l'examen clinique. D'accord? Donc, tout le monde il fait de l'échographie. Elle est peu coûteuse, donc par rapport, juste pour avoir une idée approximative. Donc, les radiographies standards, par exemple, thoracique, c'est, je crois, aux alentours de, ça dépasse pas 500 dirhams, je crois. Je connais pas les prix exacts, mais je crois, ça dépasse pas les 500 dirhams. Pour le scanner, généralement, c'est 1500. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu même le côté donc matériel, donc quand vous demandez un examen au patient, il faut penser aussi à ça. Alors l'échographie, généralement aussi, donc ça dépasse pas les 500, je crois. Donc ça reste peu coûteuse par rapport à l'IRM, par exemple, ou par rapport au PET scanner, ou par rapport à la PET scanner, c'est dans les alentours de 10 000 dirhams. D'accord? L'IRM, généralement, c'est 3 000, 3 500. Donc c'est un peu, c'est pas à la disponibilité de tout le monde. Donc l'échographie, donc on peut la faire aussi au lit du malade. Donc c'est intéressant dans les urgences, le service de réanimation, d'accord, les patients alités. Donc on peut faire l'échographie au lit du malade. C'est un examen qui n'est pas irradiant. Donc par exemple chez l'enfant, la femme enceinte, ça doit être l'examen de première intention, d'accord, qu'on peut demander chez ces sujets-là. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'on fait des échographies sans injection de produits de contraste iodés, mais sachez qu'actuellement, on a des produits de contraste, on a des échographies avec quelques produits de contraste, mais qui sont un peu spécifiques, d'accord? Qui sont spécifiques, qui ne sont pas contre-indiqués dans l'insuffisance rénale, mais ça reste non disponible jusqu'à maintenant au Maroc. Donc, mais sachez qu'il y a des échographies de contraste aussi. L'échographie a un autre avantage qui est très important, c'est qu'elle va permettre une étude dynamique, d'accord? L'étude dynamique, c'est surtout, par exemple, pour tout ce qui est ostéo-articulaire. Donc, on peut faire, par exemple, l'échographie de l'épaule d'une façon donc statique, mais aussi d'une façon dynamique. Donc, en mobilisant donc l'articulation, on va voir est-ce qu'il y a un conflit quelque part, est-ce qu'il y a une bonne mobilité donc des différents ligaments, tendons. Donc là, c'est un critère qui est très important aussi. L'échographie aussi, elle permet de guider donc la radiologie interventionnelle. Donc le plus souvent, on réalise des cytoponctions, des biopsies, pas mal de gestes interventionnels sous guidage échographique. D'accord? Alors l'inconvénient et les limites de l'échographie, que ça reste un examen qui est appareil et opérateur dépendant. D'accord? Donc en fait ça dépend de la qualité de l'appareil. Donc on peut avoir une bonne échographie avec de belles images sur les échographes nouveaux, alors que si on a un appareil défectueux, donc ça reste quand même, on reste quand même limité. L'échographie aussi parfois a du mal pour caractériser certaines masses, certaines lésions, soit parce qu'elles sont trop petites, soit parce qu'elles sont trop grandes, trop volumineuses, donc on n'arrive pas à délimiter donc en échographie, ou on n'a pas vraiment une idée sur la structure parfois de la masse, d'accord? L'échographie, c'est surtout pour tout ce qui est kystique, oui. Ça permet de caractériser les lésions kystiques, mais les lésions solides, la caractérisation lésionnelle reste limitée par rapport au scanner et à l'IRM. Et bien sûr, l'interposition gazeuse. Donc, si on a une aérocolie surtout, on va rien voir, on a juste l'interposition gazeuse parce que l'air, c'est un mauvais conducteur donc pour les ultrasons, donc on n'arrive plus rien donc à voir si on a une aérocolie par exemple au niveau de l'abdomen. Donc là, ça reste une limite pour l'échographie. Alors après donc l'échographie, on a l'imagerie par résonance magnétique. Alors l'imagerie par résonance magnétique, c'est bon, les travaux sur le magnétisme et les atomes, donc il a commencé déjà en 1922 et les premières applications pratiques, donc c'était en 1960. Donc sachez que les premières images d'IRM donc ont été obtenues, par exemple là c'est une IRM corps entier, donc en 1980. D'accord, donc elle est assez récente, donc c'est une technique qui va cette fois-ci explorer donc les propriétés magnétiques des noyaux atomiques. Et c'est surtout les molécules d'eau qu'on a dans l'organisme, d'accord?
Donc ces atomes qui sont, le principe de l'IRM c'est quoi? C'est qu'on va placer donc le corps humain dans un champ magnétique à haute et à forte, très intense, donc ce qu'on appelle le champ magnétique B0. Et une fois on a mis donc le patient dans ce champ magnétique, donc on aura tous les atomes qui seront alignés et on va les exciter par des ondes de radiofréquence. Donc une fois qu'on va arrêter l'excitation, alors ces atomes vont émettre des signaux qu'on va récupérer et qui vont être traités par l'ordinateur et ça va donner des images de IRM comme on va voir après. Alors ce qui est important aussi et que je vous demande donc de retenir, c'est les contre-indications de l'IRM. Il faut bien les connaître. Alors, puisqu'on va soumettre le patient à un grand champ magnétique, donc sera contre-indiqué pour les patients qui ont un pacemaker ou bien un défibrillateur ou un neurostimulateur, parce qu'il y a risque de migration et d'attraction de ces matériaux donc, par le champ magnétique. D'accord ? Alors pour le pacemaker, actuellement, ils peuvent désactiver donc, le boîtier et le patient, il va avoir un avis cardiologique avant pour désactiver le boîtier et puis il peut faire son IRM. Mais là, retenez qu'il est contre-indiqué, donc sans préparation pour les gens de pacemaker, les neurostimulateurs aussi. Alors si vous avez un patient qui a été victime d'un AVP par exemple et il avait des éclats métalliques dans les yeux, donc si vous le mettez dans l'IRM, on va avoir une migration de ces corps étrangers métalliques et ça peut donner donc des lésions importantes au niveau des yeux par exemple. Alors les clips vasculaires, les valves cardiaques, c'est surtout pour les clips anciens en inox. Pour les clips nouveaux, donc actuellement, ils mettent des clips et des valves cardiaques qui sont compatibles donc, avec l'IRM. Donc si vous avez un patient déjà opéré pour le cœur, il faut demander quand est-ce qu'il a fait donc l'intervention et avec quel type de valve, est-ce que c'était métallique ou bien c'est compatible ou pas avec l'IRM. Alors les contre-indications relatives, c'est la claustrophobie. Il y a des patients qui ne supportent pas donc les zones fermées. Et aussi, il faut éviter l'IRM chez la patiente enceinte au cours du premier trimestre parce qu'on ne sait pas réellement donc, les effets de ce champ magnétique sur l'embryon. Alors en IRM, on peut aussi injecter des produits de contraste, mais cette fois-ci, ce n'est pas des produits iodés, ils ne sont pas riches en iode, mais c'est des produits qu'on appelle gadolinés, c'est des gadoliniums généralement. On peut les utiliser même chez l'insuffisance rénale, sauf si vraiment on a une insuffisance très sévère avec un débit de filtration qui est inférieur à 30. Là, il faut éviter aussi ces produits gadolinés. Mais si on a une insuffisance modérée ou bien légère, on peut injecter les produits de contraste gadolinés et donc on peut faire l'IRM avec injection. Alors, sur le plan technique, donc à l'IRM, on a ce qu'on appelle des séquences de base, d'accord? On a des séquences morphologiques et des séquences fonctionnelles. Morphologiques, c'est-à-dire qu'ils vont donner une idée un peu sur l'anatomie et sur la caractérisation donc, des lésions. Et des séquences fonctionnelles qui vont nous donner une idée un peu plus importante donc sur le plan fonctionnel. On va les voir. Alors là, pour les séquences morphologiques, on a deux séquences de base, la séquence T1 et la séquence T2. D'accord? C'est selon les paramètres d'excitation. Donc, pourquoi T1, T2? Je ne veux pas rentrer dans les détails, il faut juste retenir ça. Donc, c'est selon le temps de relaxation, le temps d'écho, c'est-à-dire le temps, par exemple, on va exciter ces atomes d'hydrogène. Selon les séquences, on va avoir soit des temps courts d'excitation, soit des temps longs d'excitation. D'accord? Donc là, c'est des paramètres techniques. Mais retenez juste qu'il y a deux séquences de base, la séquence T1 et la séquence T2. D'accord? Et à partir de ces séquences de base, on peut avoir d'autres séquences qu'on peut dériver. On peut vraiment manipuler toutes les structures, tous les tissus sur l'IRM. D'accord? Alors là, la séquence T1, généralement, elle est caractérisée par le liquide il est en hyposignal. Alors là, pour la sémiologie, donc, on a parlé de densité sur le scanner, d'écogénicité sur l'échographie. Sur l'IRM, on parle de signal. D'accord? Alors, les liquides sur l'IRM, elles sont en hyposignal T1 et en hypersignal T2. D'accord?
Donc, c'est comme ça que on peut les différencier à partir des paramètres physiques, mais aussi à partir du signal de chaque structure. Généralement, c'est les liquides qui vont vous permettre de différencier entre les deux. Donc, alors, sur l'IRM, on peut par exemple, par exemple, là, vous avez la graisse sous-cutanée. La graisse, alors tout ce qui est graisseux, ça va être en hypersignal sur le T1 et en hypersignal sur le T2, d'accord? Mais on peut faire des séquences qu'on appelle FATSAT, c'est-à-dire avec saturation du signal de la graisse, et la graisse va être annulée, va devenir noire. Alors là, par exemple, c'est une séquence T2, d'accord, mais avec annulation du liquide, du signal du liquide. Donc vous voyez là que le liquide, même s'il est en hyposignal, c'est pas une séquence T1, mais c'est une séquence T2 flaire, parce qu'on a annulé tout ce qui est signal liquidien. Donc, c'est une séquence très sensible qui permet de détecter mieux donc tout ce qui est les lésions, généralement, vont apparaître en hypersignal sur cette séquence. D'accord? Donc là, pour différencier, par exemple, entre la flaire et le T1, on a d'autres paramètres, par exemple, la substance grise et la substance blanche, d'accord? Sur les séquences T2, la substance blanche, elle est en hyposignal par rapport au cortex, alors que sur le T1, c'est l'inverse. Elle est en hypersignal par rapport au cortex. Donc, c'est un peu le signal de chaque tissu. Donc, selon le signal de chaque tissu, on peut voir donc, la séquence. Alors là, c'est un autre exemple. Là, c'est des séquences T2, mais sur lesquelles on ne voit ni foie, ni pancréas, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit? On voit juste les voies biliaires. D'accord? Juste les voies biliaires principales, le canal cystique, la vésicule biliaire. Donc là, c'est une séquence T2. Mais on ne retient que tout ce qui est liquidien au niveau abdominal, ce qu'on appelle des séquences de Billy-IRM. Donc en fait, c'est des séquences T2, mais pour lesquelles on a modifié donc les paramètres pour n'avoir que le signal des voies biliaires, par exemple, sur la séquence de Billy-IRM. Alors là, par exemple, c'est une séquence d'angio-IRM. Donc on a annulé le signal de toutes les autres structures et on a retenu juste le signal des vaisseaux. Donc là, l'intérêt de l'IRM, par exemple, c'est qu'on peut visualiser donc les vaisseaux sans avoir recours à l'injection du produit de contraste. C'est pas le cas sur le scanner. Sur le scanner, si on veut analyser les vaisseaux, il faut absolument injecter le produit de contraste. Alors que sur l'IRM, on peut faire des paramètres donc physiques pour ne recueillir que le signal des vaisseaux et avoir cette séquence sans injection de produit de contraste. Donc, c'est très intéressant, par exemple, pour les patients qui ont une insuffisance rénale et chez qui on ne peut pas injecter de produit de contraste, d'accord, que ce soit iodé ou gadolininé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des séquences angio pour ne visualiser que le signal des vaisseaux. D'accord? J'espère que j'étais claire. Donc, sur l'IRM, on peut vraiment jouer avec tous les paramètres qu'on a pour n'accueillir que le signal de telle ou telle structure. Alors, ça c'était pour l'imagerie donc morphologique de base, et on a dit qu'il y a l'imagerie morphologique avancée. Donc, sur l'IRM, on peut réaliser, par exemple, on a une séquence qu'on appelle la séquence de diffusion. Alors, cette séquence de diffusion, c'est quoi? C'est qu'elle va analyser juste, par exemple, la mobilité des molécules d'eau dans une structure. Donc, par exemple, si on a une lésion cérébrale, par exemple, à ce niveau-là, d'accord, et on veut avoir une idée sur sa consistance. Est-ce que c'est une lésion où il y a beaucoup de cellules ou pas? Donc là, on va analyser les mouvements d'eau. Donc, plus la lésion elle est hypercellulaire, il y a beaucoup de cellules, moins sont les molécules d'eau et ça va donner un hypersignal sur la séquence diffusion, par exemple. D'accord? Donc, la diffusion, c'est pour avoir une idée un petit peu sur la structure de la lésion, de la masse ou bien du tissu. Alors, la perfusion, c'est pour avoir une idée sur la vascularisation. Donc, on va injecter du produit de contraste, on va avoir des acquisitions donc répétées pour avoir une idée sur, par exemple, la perfusion d'un territoire, d'une tumeur, ou bien c'est important aussi dans les accidents vasculaires cérébraux, dans les AVC. Donc, quand vous avez un AVC, on va faire la séquence de perfusion pour voir vraiment la zone qui est vraiment nécrotique, qui est morte, et la zone où il y a encore un peu de vaisseau qu'on peut sauver par la thrombolyse, comme vous allez voir dans les cours de neuroradiologie après.
D'accord? Donc là, c'est des séquences qui sont allées vraiment vers la fonction donc, des tissus et ne se contentent pas juste de la morphologie. Alors là, l'imagerie fonctionnelle, vous voyez donc c'est des images, des zones, par exemple, on fait rentrer le patient donc à l'IRM, on va lui demander par exemple de mobiliser le membre supérieur et vous avez la zone qui contrôle le membre supérieur qui va être par exemple en couleur. Donc là, c'est une IRM qu'on réalise généralement en préopératoire. Donc si le patient il a une tumeur cérébrale ici, on fait cette imagerie fonctionnelle pour voir est-ce que cette tumeur elle est en contact ou bien si on va intervenir sur cette tumeur, le chirurgien va toucher aussi les zones qui sont fonctionnelles. D'accord? C'est très important en imagerie neuroradiologique. Alors la spectro-IRM, c'est des séquences qui vont analyser donc les métabolites. Alors on va voir des exemples. Donc là, c'est des exemples d'un AVC, d'accord? Donc c'est un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une ischémie donc cérébrale. Sur les séquences de base, donc on voit que l'AVC il est étendu, mais sur la séquence de perfusion, on voit quand même que la zone qui est morte, elle est un peu réduite, mais la zone qu'on peut encore sauver, elle est importante. Donc d'où l'importance, par exemple, de faire une thrombolyse pour sauver de parenchyme cérébral qui reste. Donc là, on peut mesurer aussi le débit cérébral, le volume sanguin cérébral. Là, c'est la spectro-IRM. Donc vous voyez, par exemple, si on a une lésion, on va mesurer dans cette lésion la quantité, par exemple, de certains métabolites. Donc là, c'est l'exemple d'une spectroscopie cérébrale. Donc on a le NAA. Vous allez voir ça après. Par exemple, c'est un marqueur des cellules gliales. La choline, c'est un marqueur des cellules en général. Donc si on a une lésion avec des NAA qui sont effondrés, par exemple, un pic de choline, donc on sait que c'est une lésion maligne hypercellulaire qui a détruit le marqueur glial, par exemple. Là, c'est les lipides. Donc, si on a un abcès ou bien une tumeur maligne, on va avoir beaucoup de lipides. Donc là, c'est une analyse encore plus fine des métabolites. Alors, comme on a dit donc sur le sémantique donc, et la terminologie en IRM, on parle de signal. Alors là, c'est un exemple d'une IRM Lambert. Alors là, c'est une séquence T1 et là, c'est une séquence T2. Alors, comment on a fait la différence? Alors, la graisse, elle est hyper T1 et hyper T2, d'accord, la graisse sous-cutanée. Mais vous voyez que le liquide, par exemple, il est en hyposignal T1 et là, il est blanc, en hypersignal T2. Donc là, c'est le cône médulaire. Là, c'est le cône médulaire avec les racines de la queue de cheval. D'accord? Alors, les avantages de l'IRM, c'est que c'est une technique qui n'est pas irradiante, qui a une meilleure résolution donc en contraste, qui permet une étude morphologique et fonctionnelle donc des tissus. Aussi, elle permet de faire une étude dynamique. Par exemple, pour l'imagerie cardiaque, l'IRM cardiaque, on peut voir le ventricule qui se contracte. D'accord? On peut analyser la contractilité, par exemple, du myocarde. Les limites de l'IRM, c'est une technique qui reste coûteuse, qui reste peu disponible, et c'est un examen qui est long. Alors, par exemple, si on veut faire une IRM hépatique, ça peut prendre donc de 15 à 20 minutes en moyenne, d'accord? Alors que le scanner, on peut le réaliser même pas 2 minutes. D'accord? Donc, c'est un critère aussi qu'il faut prendre en compte. Par exemple, si vous avez un sujet âgé qui ne peut pas supporter donc, un examen long, donc il vaut mieux demander un scanner, par exemple, qu'une IRM. Donc, c'est un critère aussi qu'il faut prendre en considération. L'IRM aussi, elle est très sensible aux artefacts de mouvement. Donc, si vous avez un patient il y a certaines séquences où il faut que le patient soit en apnée. Donc, surtout, par exemple, pour l'IRM hépatique, la bile-IRM, par exemple. Donc, s'il ne peut pas tenir l'apnée, on aura des images de très mauvaise qualité, parce que l'IRM, elle est très sensible aux artefacts. Et bien sûr, les contre-indications. Donc, on ne peut pas faire une IRM chez un patient qui a, comme on a dit, un implant cochléaire, des neurostimulateurs ou bien des valves mécaniques, par exemple. D'accord? Donc, ça, c'est une limite aussi de l'IRM. Donc, pour terminer, je vais juste vous donner une idée sur la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire que le radiologue, il peut ne pas faire juste du diagnostic, mais actuellement, le radiologue et le radiologue interventionniste, donc, il contribue au traitement aussi, d'accord, au traitement de beaucoup de domaines.
Et c'est vraiment l'avenir de la radiologie. D'accord? Donc, plus de 350 actes qui sont répertoriés donc, en radiologie interventionnelle qu'on peut résumer d'une façon schématique. Alors, on peut faire de la radiologie intervenir, c'est-à-dire que le radiologue, il peut intervenir sur le patient, soit pour faire le diagnostic de certaines pathologies, soit pour traiter le patient. Alors, le diagnostic, c'est surtout, on fait des cytoponctions thyroïdiennes, par exemple, ou bien des cytoponctions ganglionnaires, c'est-à-dire qu'on va analyser juste des cellules, on va prélever des cellules qu'on va analyser pour avoir un diagnostic, ou bien ce qu'on appelle des biopsies. Les biopsies, c'est-à-dire qu'on va faire des prélèvements au niveau de certaines tumeurs ou bien certaines lésions pour avoir une preuve histologique. Comment on peut intervenir? Alors, l'intervention du radiologue, soit on intervient dans les vaisseaux, d'accord? Donc, on peut réaliser ce qu'on appelle des embolisations, des chimio-embolisations, c'est-à-dire on peut parfois donner de la chimiothérapie par voie intra-artérielle. On peut faire des stents ou bien des prothèses donc, vasculaires, d'extraction de corps étrangers, ou bien on peut faire dans le cadre des traitements, donc un drainage, par exemple, de certains abcès, de certaines collections. On peut faire des radiofréquences, donc on peut traiter certaines tumeurs par de la radiofréquence, c'est-à-dire des ondes qui sont thermiques, on peut les brûler, ou bien des résections donc percutanées de certaines tumeurs osseuses ou des infiltrations aussi ostéo-articulaires. Alors là, juste à titre informatif, vous allez voir, donc on peut faire ces gestes de radiologie interventionnelle, soit, alors là c'est la salle d'artériographie, d'accord? C'est comme une imagerie de radio standard, mais là on n'a pas les images sur les films, on a des images sur les écrans qu'on va suivre en temps réel. Donc en salle d'artériographie, on peut faire des gestes sous échographie ou bien donc des gestes sous scanner. Là, c'est des exemples de matériel donc de biopsie, d'accord? Donc ça, c'est pour la biopsie osseuse, c'est pour prélever de l'os. Et là, c'est des matériels, ce qu'on appelle des pistolets, d'accord? Pistolets automatiques ou semi-automatiques pour les biopsies des tissus et des parties molles. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ces biopsies? On prélève. Là, c'est des fragments qu'on a prélevés au cours d'une biopsie hépatique, d'accord? Et qu'on va adresser pour l'analyse donc anatomo-pathologique. Voilà, donc là, c'est un exemple d'une biopsie éco-guidée. Donc, les biopsies, généralement, on les réalise sous anesthésie locale, juste une anesthésie locale. Donc, avant, pour avoir une preuve histologique, par exemple, d'une tumeur mammaire, il fallait aller opérer la patiente, la mettre sous anesthésie générale et toutes les contraintes donc, de la chirurgie pour avoir une preuve histologique. Actuellement, on peut avoir cette preuve juste par une anesthésie locale. On introduit donc notre pistolet et on prélève donc un petit fragment qu'on adresse à l'anapathe. Là, c'est des exemples de biopsie donc pulmonaire. Donc vous voyez, donc on réalise sous scanner. Donc là, c'était sous échographie, d'accord. Et là, donc sous scanner. Donc là, c'est un exemple d'un drainage biliaire. Donc c'est un patient qui avait une tumeur qui a obstrué ses voies biliaires. Donc il était ictérique, d'accord. Donc la bile ne passe plus dans le tube digestif, donc les voies biliaires sont très dilatées. Donc qu'est-ce qu'on fait sur le plan radiologique? On met un drain pour évacuer cette bile en dehors du corps et pour que le patient n'a plus cet ictère. Alors là, c'est l'exemple de la chimio-embolisation. Donc on rentre par voie artérielle, donc par l'artère fémorale, avec des cathéters qu'on va cathétériser donc une artère ici. Par exemple, vous avez un CHC, donc une tumeur hépatique, qui est hypervasculaire, qui a une artère qui l'alimente. Donc le principe c'est quoi? C'est qu'on va aller vers cette artère pour injecter, donc là vous voyez c'est la chimiothérapie avec le produit de contraste, donc le lipiodol, donc pour marquer cette chimiothérapie, et on va emboliser, c'est-à-dire on va fermer cette artère pour tuer en fait ces cellules donc tumorales pour qu'elles ne soient plus vascularisées. Donc c'était des exemples un peu juste que pour ayez donc une idée donc sur la radiologie interventionnelle. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Voilà, donc les techniques irradiantes, donc c'est la radiologie conventionnelle, le scanner et l'imagerie nucléaire. Technique non irradiante, c'est plutôt l'échographie et l'IRM.